Voilà, on va commencer. Tout d'abord, merci Jean-Yves de prendre le temps de faire cette conférence. Pour la petite histoire, on a travaillé ensemble tous les deux, enfin travaillé, on a fait du bénévolat tous les deux pour l'association qu'on avait en Alsace. On avait commencé à monter un groupe justement de réflexion avec des parents et des professionnels. Et on n'a pas pu continuer parce que ça s'est passé comme ça. Et c'est un peu dommage, c'est un grand regret pour moi et je pense aussi pour Jean-Yves. C'était vraiment très très intéressant d'avoir ce regard à la fois parent et professionnel. Donc là, je laisse la parole à Jean-Yves. Donc, bonjour à tous. Et puis, je tenais à remercier Michel, mais aussi la page 44 pour cette invitation. Ça fait toujours plaisir d'intervenir sur la relation parent-professionnel. Et on avait intitulé cette conférence Parents professionnels, regard croisé sur le projet de la personne en situation de handicap. Par rapport à la terminaison des termes que je vais employer, ça peut être personne en situation de handicap, ça peut être handicap, handicapé, déficient. Voilà, c'est en fonction des… Il y a plusieurs termes qui vont être dans ce texte. N'hésitez pas après à m'interroger vous aussi sur pourquoi j'emploie tel terme et quel terme vous semblerait vous le plus adapté dans ce cadre. Pour ma présentation personnelle, donc j'ai été assez tôt, je vais dire, confronté, si je peux le dire comme ça, au handicap, puisque ma tante était une personne porteuse de trisomie 21. Et à l'âge de 6 ans, j'ai baigné très très tôt, ma grand-mère étant dans l'associatif, une ADAPI sur le département de la Meuse. Et donc très tôt, j'ai baigné dans le milieu du handicap. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc par la suite, si ça m'a passionné, donc j'ai fini par être éducateur spécialisé un jour. Ensuite, aujourd'hui, je suis formateur auprès de travailleurs sociaux en Lozère, plus exactement à Marvejols. Et dans cette formation, enfin disons que je suis arrivé dans ce métier de formateur suite à une thèse de sociologie que j'ai menée à l'université de Grenoble, qui s'intitule « Croire à la normalité, les représentations sociales des parents dont l'enfant est déficient intellectuel ». Voilà, donc on est sur les croyances, pas les croyances religieuses bien sûr, mais sur des croyances qui permettent, c'est-à-dire que les parents croient que tout est possible, donc à partir de là, on peut avancer dans la vie. Je reviendrai sur ces notions-là tout au long de l'exposé. C'est pour résumer rapidement. Donc je vais commencer mon exposé. Dans mon travail de thèse, donc j'avais suivi en tant qu'éducateur spécialisé. Je l'ai fait en parallèle de mon métier. Donc je me suis interrogé moi sur la position des parents dans l'institution au regard de ce que les éducateurs, alors j'ai les éducateurs, je le globalise, on va dire les travailleurs sociaux, percevaient les parents. Donc voilà, je m'étais un petit peu interrogé sur les images que les professionnels avaient sur les parents et sur leur mode de vie. À partir de là, ce que j'ai fait moi, lors de ce travail de thèse, donc j'ai rencontré les parents et j'ai été les interroger sur leur représentation sociale du handicap, donc ce qui les concernait directement. Donc ce qui a été le sujet de ma thèse. Donc sur cette définition des représentations par les parents, donc là, je vais vous dire, alors, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est ce qu'ils m'ont dit au cours des entretiens, à savoir aussi que par rapport aux parents, moi je travaillais en IME, donc on avait des parents qui avaient des enfants situés entre 6 et 20 ans, de toute origine sociale, et grosso modo, une tranche d'âge qui va de 25 à 40 ans. Voilà, c'était quelque chose que je souhaitais vous préciser. Donc voilà ce qu'ils ont pu répondre à ma question, sachant qu'au début des entretiens, moi j'avais des parents qui me parlaient de leur vie auprès d'un enfant, comme s'il était normal, comme s'il n'y avait pas de souci. Donc il a fallu à un moment donné que moi je trouve le sujet qui était le sujet du handicap, qui puisse me l'exprimer. Donc dans ces cadres-là, en tant que chercheur, on crée des petites techniques qui font parler les gens, je vais vous dire comme ça, sans mais en tout cas, je faisais un entretien porté à la fois sur le quotidien, sur l'avenir et sur les conditions de l'annonce s'ils souhaitaient en parler. Donc voilà, ils ont évoqué ces 3 points-là. Papa, mère, séparés. Il y avait deux choses, c'est-à-dire que quand j'arrivais, je voulais entendre le papa d'un côté et la maman de l'autre, voilà, sur leur situation, pour voir si c'était effectivement une vision qu'ils avaient qui était similaire ou pas,
Et j'étais très étonné que la vision était effectivement très similaire entre les deux. Ça, après, on reviendra si c'est vrai ou pas pour vous. Mais il n'y a qu'une seule famille où je me suis dit, là, ils ne vivent pas ensemble, il y a quelque chose. Mais voilà, en tout cas, voilà, il y avait ces petites choses. Alors, sur les définitions, quand je leur posais la question, qu'est-ce que la définition comment ils définissaient le handicap de leur enfant? Alors, pour les parents, la personne en situation de handicap, est une personne qui parvient à agir et elle raisonne. Alors, c'est-à-dire qu'elle raisonne, elle pense, ça veut dire que ça nous éloigne aussi de la maladie mentale. La personne en situation de handicap n'est pas une personne, pas toujours, en tout cas pour les parents, n'est pas une personne en situation de maladie mentale, dans ce cadre-là. Il me disait aussi que le monde ne lui était pas adapté, mais elle doit être au maximum des autres. Alors ça, c'est assez paradoxal parce que les parents reconnaissent que le monde n'est pas toujours adapté à la personne, mais elle doit être au maximum des autres, vivre au maximum des autres. Au milieu des autres, c'est-à-dire que là, on a aussi une notion de parents qui, à la fois, ont envie que la personne soit intégrée dans le milieu ordinaire, ont cette crainte aussi qu'elle soit intégrée, mais ils ont aussi, de l'autre côté, la crainte que la personne agresse aussi les autres. Donc, on est quand même dans un double jeu qui se joue et qui n'est pas facile à gérer, c'est-à-dire, oui, je voudrais à tout prix que ma fille ou mon fils soient intégrés, mais de l'autre côté, je sais que mon fils et ma fille ont des difficultés et peut être à la fois aussi agresseur des autres. Donc, on a un peu quelque chose qui se joue là, dans une dichotomie comme ça, qui est comme ça. On me disait aussi que la personne peut s'en sortir. Alors, c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, elle peut s'en sortir, ça veut dire quoi? Oui, avec les moyens qu'elle a, avec les compétences qu'elle a, avec que les parents vont s'attacher à développer, on reviendra dessus. Ils m'ont dit aussi qu'adulte, elle n'agit pas comme un enfant à la conscience de son handicap, c'est-à-dire que pour les parents, un adulte en situation de handicap mental n'est pas considéré comme un enfant, bien sûr. Il y a l'âge, on parle toujours d'âge mental dans les structures ou dans les tests psychologiques. L'âge mental, moi, ça me dérange un petit peu parce qu'après, on focalise trop sur l'âge mental de la personne et non pas sur l'âge réel qu'elle a. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 18 ans définit un âge mental de 5 ans, il n'a pas 5 ans, il a 18 ans avec ses problématiques de personne qui a 18 ans, avec les problématiques du registre de la sexualité, de tous ces registres-là. Donc, voilà, donc elle n'agit pas comme un enfant et elle a conscience de son handicap. Alors ça, c'est quelque chose qui est revenu aussi, c'est que les parents disaient qu'il semblait que l'enfant avait conscience de son handicap, ce qui est une réalité, ce qui est, je ne peux pas dire une évidence aujourd'hui, mais il y a des choses comme ça où c'est quoi la conscience du handicap? Quelle conscience elle peut avoir? En tout cas, on sait que les personnes, pour l'avoir vu dans mon travail, en situation de handicap, ont conscience de leurs difficultés, en tout cas, de ne pas être comme les autres. Elle a les mêmes images que nous, donc pareil, ça renvoie aux images que les personnes en situation de handicap voient le monde comme on le voit nous aussi, on le perçoit. Ils ne le perçoivent pas de manière différente, ils le perçoivent comme on le perçoit nous. Il existe plusieurs degrés dans le handicap, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours, et ça les parents le disent aussi, il y a toujours le handicapé. Mon enfant est souvent moins handicapé que l'autre personne en situation de handicap. On a toujours ce degré-là et c'est normal, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de se référer en termes de degré de handicap. Voilà, c'est comme pour tout à chacun. Mon fils, moi j'ai un fils qui a 11 ans, c'est le plus beau des gamins. Donc il est logique de dire à un moment donné que effectivement mon fils, même polyhandicapé, est plus beau que tout autre polyhandicapé. Enfin, il y a ce registre-là. Il y a toujours des degrés quand même qui sont posés. Les parents nous disent qu'on sait faire avec. Ben effectivement, ils savent faire avec parce qu'on va revenir dessus aussi. Ils vont développer des compétences. Voilà, dans ce cadre-là, donc dans le cadre familial, les parents sont tout à fait en capacité de se débrouiller avec leur enfant qui aurait des problèmes. Ils m'ont dit aussi qu'elle n'était pas entièrement dans une prison. Alors, pas entièrement dans une prison, ça veut dire que je pense que ça ressort du fait qu'elle n'est pas totalement non plus emprisonnée en elle. Il y a deux choses toujours. Hein. Elle n'est pas dans une prison, elle n'est pas enfermée chez soi parce qu'elle a quand même peut-être des relations sociales, que ce soit dans l'institution, par ailleurs dans des activités, quand les parents les insèrent au tissu associatif local, des choses comme ça. Mais il y a cette idée aussi qu'on a du mal des fois à aller voir ce qui se passe chez la personne. C'est compliqué de la comprendre. Et que ça fait un peu penser à un enfermement. Et pour les parents, non, elle n'est pas dans une prison parce qu'on arrive à la comprendre, on arrive à rentrer en contact avec elle. Donc on est sur cette chose-là d'enfermante. Et une maman un jour m'a dit par rapport à son fils autiste qui maintenant doit avoir
elle a peut-être à quelques années, mais qui maintenant doit avoir une trentaine d'années. Mais à l'époque, quand je l'ai rencontrée, son enfant avait 15 ans, et elle m'avait dit comme ça, ploup, un jour, ça a explosé. Il y a la bulle qui a explosé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant, même en situation d'autisme, il y a quelque chose qui se passe, on arrive à le comprendre. Elle m'avait fait l'image d'une bulle qui avait éclaté, et enfin, elle avait pu entrer en contact avec son enfant. Ça demande du temps. Voilà pour la définition rapide de ce que les parents peuvent voir. Pour les parents, le handicap, c'est aussi quelque chose qui limite la personne à la vie sociale, quelque chose qui limite la personne dans ses activités. On voit qu'il parle toujours de quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que. Donc ça, on va revenir dessus, je vous l'expliquerai plus tard, comment je l'ai perçu. Donc il y a quelque chose qui empêche la personne d'évoluer normalement. Alors c'est quelque chose, de quelle nature il est, qu'est-ce que c'est, ça voilà, on va en parler. Et pour les parents, il y a quand même une reconnaissance qu'il y a une altération des capacités intellectuelles, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans la maladie mentale, il est clair qu'on est sur autre chose, on est sur quelqu'un de différent. Et voilà pour la présentation. Je vais vous citer rapidement les propos d'un père de Sandra, adolescente de 16 ans. Donc voilà, j'ai mis quelques petits propos comme ça de parents dans le cours de l'exposé. Et ce papa me disait que le handicap mental, c'est quand même quelque chose qui fait peur de mystérieux, parce que quelqu'un qui est handicapé mental, on ne sait jamais comment faire avec lui. Pour moi, le handicap mental, c'est le pire qu'il peut arriver. Quelqu'un qui est handicapé mental, il n'est plus maître de la situation parce qu'il aura toujours besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui, pour le remettre dans le droit chemin par rapport à la réalité. Parce que ce monde-là, il est fait pour ceux qui sont bien. Le monde n'a pas été adapté à ceux qui ne sont pas comme les autres. Donc, ouais, ça renvoie encore à cette idée que le monde aujourd'hui, alors, les choses ont évolué, ce travail, il y a une quinzaine d'années. J'ai publié un ouvrage il y a 10 ans sur ce sujet. Mais on voit encore la question, mais le monde n'est pas adapté. Aidez-nous à adapter notre enfant au monde environnement. Donc, on est là-dessus. Alors, suite à ça, je vous disais tout à l'heure que les parents, donc, pour pouvoir avancer dans la vie de tous les jours, il faut qu'ils mettent en place ce qu'on appelle, dans notre jargon sociologique, des mécanismes cognitifs, c'est-à-dire des mécanismes de connaissance. Il va falloir qu'à un moment donné, on puisse se protéger de la déficience de l'enfant, mais surtout, les parents vont être dans une sorte, notamment au début de la vie avec l'enfant, ils vont être dans une sorte de survie sociale, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils pensent d'une manière à survivre. Enfin, on est un petit peu dans quelque chose d'un choc traumatique. Et qu'est-ce qu'on fait pour se reconstruire après ce choc traumatique quand l'annonce est faite? Parce que l'annonce n'est pas toujours faite. Il y a des parents qui restent dans l'incertitude tout le temps un certain temps, en tout cas, tout le temps que l'annonce n'est pas faite, et une annonce qui ne sera peut-être jamais faite. On est dans ce cadre-là. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour assurer cette survie sociale, pour pouvoir exister? Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas l'enfant, pour les parents, qui est responsable de son état, ça c'est évident, je vais le dire comme ça, mais en tout cas c'est important que les professionnels puissent l'entendre, c'est qu'il n'est pas responsable de son état, c'est la déficience qui est mise en cause par les parents. C'est-à-dire que c'est pas l'enfant qui pose problème, c'est la déficience qu'il porte qui pose problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la déficience, c'est ce quelque chose. Alors le quelque chose, c'est comme un corps étranger qui perturbe l'évolution de l'enfant. Donc voilà, on est sur, quand ils définissent, ils n'arrivent pas à définir ce quelque chose, on est sur je dirais, je cite des fois, bon, c'est un peu radical, mais je cite des fois un peu l'exemple du cancer aussi, qu'on a en soi, qu'on doit apprivoiser, qu'on doit traiter en soi, qu'on doit accepter. On est un petit peu sur ce registre-là, sur quelque chose d'étranger qui nous a envahis. Et là, on est effectivement dans la déficience est perçue comme un corps étranger qui envahit l'enfant. Alors, l'enfant n'est pas complètement handicapé, mais il y a quelque chose qu'il va falloir traiter, travailler, avec lequel on devra faire tous les jours. Donc, les parents vont s'attacher à faire tous les jours avec l'enfant, mais surtout aussi comment faire avec un enfant avec la déficience. Donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est de rendre l'enfant le plus normal possible quand on l'a au quotidien, dans le sens où on est en capacité, d'une manière cognitive, toujours, d'une manière mentale, à détacher le problème de l'enfant. L'enfant n'est pas, comme il n'est pas entièrement handicapé, l'enfant sait faire des choses. Qu'importe la situation, qu'importe le degré de handicap, les parents vont relever des compétences chez l'enfant. Donc, à partir de là, dans un milieu ordinaire qu'il connaît, tel que son milieu de vie, son milieu familial, l'enfant n'a pas de déficience plus que ça, en fin de compte, puisque les parents ont mis autour de lui un environnement qui lui correspondrait. Voilà, donc ce qui va être, c'est que les parents, le combat qu'ils vont mener, ça va être contre la déficience, et il va falloir qu'ils apprivoisent cette déficience-là.
Ça. Leur enfant ne pose pas de soucis, c'est cette déficience qu'ils vont essayer d'apprivoiser. À la limite, c'est l'idée de l'isoler, de pouvoir la mettre de côté de l'enfant et de pouvoir un peu voilà, combattre contre cette déficience. Une maman me disait aussi, donc la contrainte, là on parle vraiment de contrainte, parce que la vie au quotidien, c'est aussi fait de contraintes, hein, voilà, c'est pas toujours simple. Et là, une maman me disait, c'est une maman d'un enfant atteint de trisomie 21 qui était âgé de 6 ans à l'époque. La contrainte, elle n'existe pas du fait que l'enfant soit là. La contrainte, elle existe par rapport au handicap, parce que c'est plus de temps, parce qu'il met 1 heure pour manger, mais cela, c'est la même contrainte pour moi, pour ma femme, c'est exactement la même chose. Donc là, on voit, on en reparlera tout à l'heure aussi, que le temps du handicap est quand même quelque chose à prendre en compte par rapport à ça, et on voit que le papa, la maman, là aussi s'associe quand même dans ce travail auprès de l'enfant, où là, c'est le handicap qui fait ralentir l'enfant. C'est pas l'enfant qui est responsable du fait qu'il ne mange pas vite ou autre. C'est vraiment cette idée-là, comment on va faire pour combler le handicap. J'avais aussi une autre phrase dans ce sens-là, c'est que c'est la phrase qui a déterminé tout le travail de thèse que j'ai pu mener, c'est « Ma fille, elle a un handicap, mais elle n'est pas handicapée ». Alors ça, c'est une personne c'est la première personne que j'ai questionnée quand j'ai commencé mon enquête et qui m'a dit comme ça, oui, ma fille, effectivement, elle a un handicap, c'est sûr, mais elle n'est pas handicapée. Alors là, ça m'a un petit peu posé des questions, tout ça. Mais en tout cas, j'avais un sujet qui était très intéressant. Pourquoi, en ayant un handicap, on n'est pas handicapé? Effectivement, oui, elle a bien des difficultés à vivre au quotidien. Mais en fin de compte, comme je vous disais tout à l'heure, quand on aménage un quotidien qui correspond aux attentes de la personne, des besoins de la personne, cette notion de handicap disparaît. Donc, elle vit tout à fait normalement dans un milieu qui est adapté pour elle. On est vraiment là-dessus. Maintenant, il faut adapter le milieu pour elle. Mais en tout cas, on est là-dessus. Et puis, il y a aussi cette histoire où on se demande ce qui se passe dans la tête des gens. Et là, on a encore une définition du maman par rapport à la trisomie 21. Les trisomiques, c'est elle qui le dit, hein, ils se rendent compte de leur handicap, ils n'arrivent pas à en parler, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait des personnes en face de nous, qu'elles soient trisomie 21, qu'elles soient en situation d'autisme ou autre, qui semblent fermées, on n'arrive pas à atteindre ce qui se passe. Ce qui est frustrant, c'est qu'on n'arrive pas toujours à comprendre la personne atteinte de handicap, n'arrive pas à exprimer ce qu'elle vit au quotidien, ce qu'elle ressent au quotidien. Et ça, en termes de communication, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne vas pas bien. Donc ça, c'est des choses aussi qui interrogent les parents, c'est comment arriver à entrer en communication avec les enfants, puisque apparemment, ils se rendent compte de leur handicap, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer. Donc c'est un peu compliqué tout ça. Et puis, une autre citation par rapport à l'intimité de ce mode de handicap. Est-ce qu'il est différent des autres? Ça, je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas du tout. Comme il n'en parle pas, je pense peut-être qu'il sait qu'il n'est pas comme les autres. Il n'est pas si bête que cela malgré tout. Donc, ça renvoie quand même que c'est quelqu'un qui, comme tout à l'heure, qui raisonne, qui a une idée sur la vie, mais qui n'arrive pas à exprimer vraiment son idée sur la vie qu'il mène lui. Voilà, là-dessus. Voilà pour ça. Ce qui m'envoie aussi par rapport à dire que les parents sont souvent, alors souvent, je vais peut-être enlever le souvent, on va dire parfois, pour être un peu plus doux dans le propos, c'est-à-dire que les parents, dans leurs propos par rapport aux professionnels, alors je ne sais pas s'il y a des professionnels derrière l'écran, mais je crois que oui, quand ils ont des idées, il faudrait peut-être se dire que même si elles paraissent loufoques, je mets toujours des petits guillemets sous mes termes, même si elles paraissent loufoques, s'ils émettent une idée, c'est que derrière ça, il y a un sens. Ils vont pas émettre une idée, on n'est pas dans la déraison, les parents ne déraisonnent pas, ils sont complètement logiques, ils n'ont pas de soucis par rapport, si on pouvait parler de normalité, entre un éducateur normal et un parent normal, si je le dis comme ça. On a deux personnes qui ont les mêmes capacités cognitives à se comprendre. Donc à partir de là, il faut bien se sentir que les parents, quand ils demandent des choses parfois aux équipes qui paraissent un peu aberrantes, c'est qu'ils ont tout à fait des raisons de les demander et qu'après, il faut savoir pourquoi ils les demandent et qu'est-ce qu'on fait de ça. Pareil, on reviendra à ça après. Mais en tout cas, les parents sont tout à fait dans une logique d'une argumentation qui est, si vous voulez, qui sort du contexte du handicap. C'est parce que si les parents argumentent de telle manière, c'est parce qu'ils le vivent au quotidien et que cette argumentation naît dans le concept, dans le cœur même du contexte du handicap. Voilà. Ça va, après, vous me poserez des questions tout à l'heure, mais voilà, vous n'hésitez pas à prendre des petites notes ou des petits mots qui peuvent des fois vous choquer, puis on pourra revenir dessus. Hein.
Alors, ce qu'il y a souvent, c'est qu'ils invoquent aussi les parents. Alors, c'est là que ce qui peut un peu troubler aussi les professionnels, c'est que c'est pas qu'ils nous cachent des choses, les parents. C'est pas pour moi la notion de déni. Alors, la notion de déni, je l'ai pas traitée parce que la sociologie, je ne vais pas dire qu'elle s'intéresse pas au déni, hein, mais c'est plutôt le ressort des psychologues qui ont toute compétence pour ça. Par contre, je me dis toujours, les parents, pour dénier, il faudrait qu'ils n'aient pas conscience que l'enfant ait des difficultés. Je pense que les parents ont tout à fait conscience que leur enfant a des difficultés à évoluer. À partir de là, donc, ils peuvent occulter la réalité, ils peuvent faire croire, ils font comme si les choses étaient normales, mais le comme si n'est pas un mensonge. C'est-à-dire qu'ils font comme si, parce que, bah oui, il faut avancer, on ne peut pas non plus toujours... dans ce cadre-là, il faut avancer dans la vie. Donc, comme les autres, on est comme les autres. Mon enfant est comme les autres. Et même s'il a des choses qui sont différentes, il est comme les autres. Ça, c'est l'essentiel quand même. J'ai une petite phrase aussi. Un parent me disait, c'est difficile à élever un enfant trisomique, mais je ne comprends pas, c'est moins difficile, je pense, qu'un gamin autiste qui va mourir d'un cancer, de je ne sais quoi, à 2 ou 3 ans, il est heureux de vivre notre gamin. C'est-à-dire que là, on a un parent, un enfant trisomique, qui compare son enfant en disant, oui, c'est moins grave d'avoir un enfant trisomique qu'un enfant autiste, qu'un enfant qui aura un cancer, qui va mourir dans 2 ans. Voilà, on a effectivement quelque chose là qui est une forme d'occulter une certaine réalité, mais en tout cas, voilà, on est obligé pas de mentir, ni d'être de mauvaise foi, mais c'est quelque chose qui fait que occulter la réalité, ça veut dire aussi pouvoir avancer avec son enfant. Voilà, donc là, j'ai dressé un petit peu le tableau de représentation. Je regarde aussi l'heure qui défile. Voilà, donc ensuite, je vais vous parler un petit peu pour moi de ce que j'ai décrit à l'arrivée de l'enfant dans la famille, voilà, qui va être concerné par la déficience. Pour avoir fait des études, une étude dans un laboratoire de sociologie des professions, donc l'idée c'était de mettre en parallèle, de se dire les parents, pour moi, ils ne sont pas des professionnels. Hein. Là, ça, il y a les professionnels qui font leur travail, qui ont leur mission, mais ils vivent un peu ce que vivent les professionnels dans le développement de leur connaissance, de leur expertise. C'est-à-dire quand les parents, quand l'enfant arrive, donc c'est compliqué, on sait que c'est du chaos, enfin tout ça on en a beaucoup parlé, enfin bon, ça c'est beaucoup, on a beaucoup écrit aussi autour de ça. Mais par contre, moi je dis qu'ils sont dans un parcours initiatique, ils sont comme dans une entrée en formation, vous voyez, ils entrent en formation. Il y a l'enfant qui est là, et quelque part ils sont comme en voie de professionnalisation sur ce métier-là, sur ce métier de parent. Hein, donc on va arriver après, vous voyez bien un petit peu où ça va tendre, c'est-à-dire qu'on aura des professionnels qui sont des professionnels de terrain, travailleurs sociaux, et on aura des parents qui seront aussi des professionnels du handicap. Hein. Ils sont aussi dans un métier, ils apprennent aussi leur métier dans ce cadre-là. Donc, vous verrez que je me positionne beaucoup sur ces 2 concepts de métier, de profession. Donc, pourquoi c'est un métier de profession? Parce qu'ils vont mettre en place des techniques et des savoirs liés à l'expérience. Donc, un expert, c'est la définition d'expert, ça. C'est que les parents, premiers éducateurs de leur enfant, alors ça, on le dit tous, mais il faut aussi entendre derrière ça, premier éducateur de l'enfant, oui, c'est une réalité. C'est-à-dire que les premières années, c'est quand même les parents qui ont essayé de comprendre le handicap, qui ont essayé de l'apprivoiser, qui ont réussi ou pas, qui ont échoué, qui font des essais, qui tentent des choses, et que eux, je parle de bricolage autour de la déficience. Pour avoir visité des familles, effectivement, on mettait en place, même pour les enfants polyhandicapés, tout un appareillage autour de ça. Enfin, on voit qu'il y a des idées, on bricole, on fabrique, enfin, on arrive à s'en sortir, et tout en bricolant, donc voilà, on parvient à construire une vie avec l'enfant. Donc dans ce cadre-là, on voit bien que dès le départ, les parents mettent en place des techniques, ils peuvent essayer de s'aider de guides, ou je ne sais pas, enfin bon, je suis contre ce genre de choses, vous savez, les guides, comment élever un enfant autiste, comment élever un enfant trisomie 21, tout ça, les parents n'en ont guère besoin, ça peut les rassurer, avec les biais parfois sur Internet qui, eux, démontrent des choses plutôt négatives du handicap plutôt qu'une aide. Mais en tout cas, eux, au quotidien, il faut bien qu'ils fassent avec un enfant qui est différent, et il faut bien qu'ils se retroussent les manches, et puis qu'ils avancent avec cet enfant qui grandit pas comme les autres. En tout cas, les parents vont tout faire pour, dans les premiers temps, l'amener au mieux possible.
Donc, avant la naissance, c'est vrai que les parents, ils ne savaient pas, c'est-à-dire ils ne connaissaient pas le milieu de handicap. Personne n'est prêt à entrer dans ce monde du handicap. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine, on ne peut pas se préparer. Autant que parents d'enfants dits normaux, on se projette, on voit déjà une vie assez loin, des fois on voit trop loin d'ailleurs, parce que je pense que l'avantage, le handicap est quelque chose qui nous ramène à la vraie vie de l'instant, c'est-à-dire que c'est pas la peine de se projeter très très loin, même avec un enfant dit normal, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer même pour un enfant dit normal. Par contre, avec un enfant en situation de handicap, c'est vrai que les étapes sont beaucoup plus, je ne vais pas dire plus pénibles, mais plus difficiles, ça prend plus de temps, donc il faut être plus patient. Et par rapport à ça, donc quand on parle de la relation parent-professionnel, donc dans ce temps-là, ils vont être en capacité après de pouvoir argumenter sur leur situation. C'est là qu'il faut les entendre. C'est ce qui s'est passé dans les premières années de la vie. C'est hyper important pour savoir, nous, en tant que professionnels, pourquoi l'enfant, à un moment donné, peut rencontrer des difficultés dans l'institution ou pas. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses à creuser de ce côté-là. OK. Donc voilà, donc, pour résumer rapidement, donc des parents qui seraient les premiers éducateurs de leur enfant, mais qui étaient à même de construire des outils pour leur enfant et d'être les premiers à pouvoir donner un avis. Je crois que les premiers concernés, c'est les premiers à pouvoir donner un avis sur ce qui se passe et ne pas mettre en doute la parole des parents dans ce cadre-là. C'est-à-dire ne pas vouloir mettre de côté ce qui s'est passé dans les premières années de la vie. J'en parlais avec Michel quand on s'est rencontrés mardi pour recaler tout ça. Je disais que sur les premières années de la vie, moi, je n'ai pas interrogé, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas interrogé le premier temps, les premières, comment on dit, la souffrance qu'il peut y avoir. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il est clair que pendant les premières années de la vie, moi, j'ai daté de 0 à 3-4 ans, où les parents, dans les entretiens que j'ai faits, ne m'ont pas parlé de cette période-là. Donc là, il y a quelque chose qui se joue dans ce moment-là, juste après la naissance. Moi, je ne suis pas allé creuser là parce que ce n'était pas mon sujet. Et puis, je n'étais pas là non plus auprès des parents pour réveiller des souffrances qui peuvent être encore très, non pas superficielles, mais très présentes, qui peuvent être réactivées. Donc là aussi, les professionnels faire très attention des fois à ce qu'on dit, parce qu'un mot peut réactiver les souffrances. On ne pensait pas que ça avait un tel effet. Et là, je reprendrai sur Serge Ebersold, qui a une petite phrase de sa part là, qui me dit les parents, ils se rappellent à quel point le dévoilement, il parle de dévoilement du handicap, pas d'annonce, mais de dévoilement. C'est vrai que dévoilement, pourquoi? Parce que petit à petit, on va pouvoir ôter le voile qui entoure le handicap. Donc ça, c'est le terme d'Ebersold. Donc, il rappelle à quel point le dévoilement du handicap, loin de se résumer au moment de l'annonce, est un phénomène qui doit endurer tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les premières choses, les premiers traumatismes peuvent bizarrement être réveillés au cours d'une conversation, au cours d'une attitude. Enfin, voilà. Donc, sans vouloir être toujours trop précautionneux, on voit que ces premiers instants traumatiques peuvent être réveillés tout au long de la vie. Il y a quelque chose qui se joue là. Ça va pour l'instant, Michel? Oui, ça va. Pour moi, ça va. Vous me dites à place. Parce qu'il y a beaucoup de choses, mais voilà, j'y vais et puis après, on fera un petit point. Pareil, donc j'avais un autre témoignage que j'aime bien aussi me dire que c'est pas que moi qui l'ai dit, c'est les parents, et que les professionnels s'y entendent des choses. Alors on va me dire, ils parlent beaucoup des parents. Alors c'est pas que je parle beaucoup des parents, c'est que ce travail-là m'a interpellé parce que je connais le milieu du travail social, et les parents, quand je les ai interrogés sur le travail social, ils m'ont dit, mais il n'y a pas de problème avec les travailleurs sociaux, c'est-à-dire que globalement, on est content du travail qui est mené par les travailleurs sociaux. Et c'est là que mon étude avait un petit peu changé. Je lui ai dit, mais alors à quoi ça sert? Je suis éducateur spécialisé, je veux comprendre les choses. Mais non, vous, il n'y a pas de problème avec le travail social, il n'est jamais remis en cause. Enfin, vous l'avez remis en cause, mais en tout cas, il n'est pas ouvertement critiqué, enfin pas fortement. Mais donc par rapport à ce travail social, donc c'est pour ça que j'ai pris la parole des parents qui, en fin de compte, vous verrez, on ne parle peu des professionnels, vont parler de l'école plutôt, par exemple, dans ce cadre d'espérance de mettre un gamin à l'école éventuellement. Voilà, bon, par rapport aux étapes de la vie, donc je peux vous citer aussi une petite phrase d'une mère dont l'adolescente est âgée de 16 ans, dont la déficience n'a jamais été définie. Donc c'est un couple, je me rappelle très bien, qui avait une jeune fille de 16 ans, c'est vrai, je vais dire toujours toute mimi, enfin quelqu'un qui présentait bien,
hein, qui ne renvoyaient pas une image, je vais dire, avec quelques stigmates, si on peut le dire comme ça, du handicap. Et eux, ils m'avaient dit, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes comme ça dans la vie de Sandra où il a fallu, on tâtonne, on tâtonne. C'est intéressant cette histoire de tâtonner. On voit bien qu'ils travaillent par expérience. Ils tentent des choses, les parents. Voilà, ça marche pas, mais on tente. Maintenant, on serait capable de donner des idées, des conseils. Il faut être passé par là, parce qu'élever un enfant, on ne nous l'apprend pas, ni à l'école, ni nulle part. Alors, vous voyez, en plus, on a des parents après qui se disent, je sais des choses et j'ai envie de transmettre. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, pas tous les parents, bien sûr, hein. Mais en tout cas, ils savent. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de frustration de ne pas pouvoir transmettre les choses qu'ils savent. Et ça, voilà, ça, c'est toujours l'envie de pouvoir un jour mixer une formation, mais je pense que ça doit exister, hein, entre parents et professionnels, parce que comme ils le disent eux, on serait capable de donner des idées et des conseils. Donc voilà, ils ont des idées, ils ont des conseils à donner. Je pense que des conseils, c'est pas des recommandations. C'est-à-dire qu'ils sont dans le conseil, c'est si on pense que notre fille, il ne faut pas agir comme ça avec elle, c'est peut-être écoutez-le, quoi. Voilà, on est dans ce cadre-là. Je ne dis pas que les travailleurs sociaux ne l'écoutent pas, mais en tout cas, s'intéresser plus profondément à ce que les parents ont voulu dire par là. Et comme ils le disent, élever un enfant, on ne l'apprend pas à l'école ni nulle part. Ça ne s'apprend pas à élever un enfant déficient intellectuel, ça se vit au quotidien. Il n'y a pas, je dis, il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de, chaque enfant est différent. Il n'y a pas de guide par rapport à ça. Alors, la fameuse entrée de la profession de parent, donc on est, c'est sûr qu'il est caractérisé par le monde de la solitude. Comme je dis toujours, vous avez un enfant dit normal que vous allez vous apprêter à recevoir dans le monde des autres. Donc, on est aussi en position, on a envie de le montrer, on est heureux, on prépare les cartes de vœux, on a préparé la chambre, on a fait tout ça. Bon, après, je me dis, quand l'enfant paraît, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent quand même. Ça, c'est clair que par rapport à ça, c'est quand même assez. C'est pas qu'on n'a pas envie de montrer son enfant, mais c'est très très douloureux et qu'on en est dans la capacité, on a quelque chose qui s'effondre à ce moment-là, ça c'est clair. Et que quelque part, on va rentrer dans un monde de la solitude pour les parents. Alors, je reviendrai dessus après, mais en tout cas, je ne parle pas de solitude, c'est-à-dire que les parents se retrouvent seuls, mais c'est pas. Alors, il y a la famille qui est là, c'est pas non plus que ça finit tout seul, mais je crois qu'à un moment donné, et ça, je ne sais pas ce que les parents peuvent en penser, mais en tout cas, à un moment donné, dans les premiers temps de la vie, on a besoin aussi de cette solitude pour se reconstruire avec un enfant qui est porteur de handicap. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre l'enfant, mais comprendre aussi ce qui lui arrive. Donc, c'est là on sait que là, qu'on a des démarches médicales, il y a beaucoup de corps médical est là, il est présent. Donc, vous êtes toujours en quête, épuisés, les parents, là, d'aller de droite, de gauche, mais c'est nécessaire parfois. Après, des fois, on se trompe, après, on reprend. Enfin, voilà, on essaie toujours donc, c'est une période, je crois que c'est pas de solitude est aussi nécessaire, ce qui fait qu'elle vous coupe aussi un petit peu du monde ordinaire, et peut-être vous avez besoin de ce temps-là aussi à vous, hein, pour les couples qui ont consolidé leur vie autour de l'enfant. Alors, je parle toujours d'un terme qui est un peu difficile aussi, c'est-à-dire que on a une sorte de mortification, c'est-à-dire que la mortification, c'est un processus qui amène comme un processus de mort, mais c'est pas la mort de la vie, bien sûr, hein, mais c'est-à-dire que tout ce qu'on s'était imaginé avant, voilà, petit à petit s'estompe et qu'on va tomber dans un processus de mort sociale, c'est-à-dire que petit à petit, il va falloir vivre. Il va falloir se reconstruire et on va sentir qu'on est différent, qu'on n'est plus la même personne par rapport à cette situation de handicap. Donc, on peut avoir une crise identitaire, c'est ce qui se passe aussi. Hein. Alors, je dis c'est ce qui se passe aussi, je ne généralise pas mon propos, mais enfin, on peut imaginer qu'une crise identitaire, les parents, ils vont être, on le dit souvent, les parents sont en contradiction entre ce qu'ils avaient imaginé de leur rôle, imaginer de leur rôle, que ce soit dans la vie sociale, mais aussi de leur rôle de père et de mère. Quand on attend un enfant, on se projette en tant que père et on se projette en tant que mère. Et à partir de là, c'est difficile de se projeter en tant que père ou en tant que mère avec un enfant qui est différent parce que, comme on le disait tout à l'heure, on ne l'a pas appris. Ça nous met une claque quand même. Et du coup, il va falloir qu'on arrive à recadrer, à se recaler en fin de compte, parce qu'on est complètement décalé entre la vie de l'enfant rêvé idéal et de ce qu'on vit au quotidien. Voilà. Donc là, il y a besoin, à un moment donné, on est comme dans une sorte de dilemme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à retrouver ses esprits, j'allais dire comme ça, et qu'on puisse se reconstruire pour retrouver une forme par rapport à la situation dans laquelle on vit, une forme d'équilibre dans la situation dans laquelle on est. Et voilà, c'est ce décalage et retrouver l'équilibre dans les rôles de chacun dans la famille.
Alors, je parle aussi de situation d'exilé. Alors, d'exilé, ça veut dire que ça veut pas dire que vous vous approchez avec votre enfant sur une île déserte. On est en exil en interne au sein de la société, c'est-à-dire qu'on se sent un peu voilà, seul au sein de la société. Donc, on a une forme, on est un petit peu comme des exilés parce qu'on se sent un petit peu rejeté aux marges de la société. C'est-à-dire qu'on est rejeté aux marges de la société, mais on n'est pas non plus, on fait partie de la société, mais avec l'enfant, on est rejeté. Enfin, c'est très compliqué tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes entre les deux. Vous êtes à un moment ou dans la société ou en dehors de la société par rapport au handicap. Et c'est une situation un peu d'un entre-deux mondes. À la fois, vous participez, les parents, là, je vais dire les professionnels aussi, là, les deux parties, c'est-à-dire que vous participez à la fois être, je veux dire, des parents passeurs, c'est-à-dire que moi, avec mon enfant, je vais l'amener dans la société, c'est moi qui vais faire le travail aussi pour l'inclure. Aujourd'hui, on est sur ces termes-là. Les éducateurs sont aussi des passeurs pour l'enfant, c'est-à-dire que de l'institution, aujourd'hui, comment je le passe, je vais passer le message auprès de la société au sens large, si on parle en termes d'inclusion. Donc, quoi qu'il en soit, les éducateurs à leur niveau et les parents à leur niveau sont quand même pris dans le contexte du handicap. Hein. Le travailleur social, au quotidien, donne beaucoup à l'enfant, les parents aussi, mais vous êtes à la fois des passeurs médiateurs. On essaye toujours oui, on médiatise avec le monde, la situation, c'est-à-dire qu'on veut savoir dans quelle situation est l'enfant et comment lui trouver une place par rapport à ça. Ce qui est valable du côté des éducateurs aussi. Hein. Et alors quand je parle de normalité, donc il y a effectivement une normalité, et ça je pense qu'on le sent bien aussi, là aussi des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a une normalité du monde du handicap, c'est-à-dire que le monde au sens large n'est pas fait que de gens normaux. Hein. Et c'est quoi quelqu'un de normal? Moi-même, j'ai mes carences ou physiques ou intellectuelles ou autres, heureusement. Mais en tout cas, on est sur normalité du monde du handicap, c'est-à-dire qu'il va se construire, que ce soit dans l'institution ou dans les processus d'institutionnalisation, il va y avoir quelque chose qui va se construire autour du monde du handicap. Voilà. Les parents eux-mêmes vont être dans ce monde du handicap. Et c'est une normalité possible, puisque les parents parviennent à vivre avec un enfant en situation de handicap. Donc, il est clair qu'ils ont créé un monde viable et vivable. Et dans ce cadre-là, donc, il y a une forme de normalité qui est respectable, qui est une forme différente des autres, mais qui est aussi une forme de normalité. Quand on met la normalité du monde du handicap, effectivement, pour moi, il est construit d'une manière tout à fait homogène, ce monde-là. Et il est tout à fait pertinent dans la construction qu'en font les parents, et aussi que peuvent en faire les institutions. Là, on est dans quelque chose là qui renvoie à un monde différent, peut-être un peu à l'écart, à la marge, comme je dis, mais qui a toute une logique à l'intérieur de ce monde-là. C'est pas un monde irrationnel, c'est pas un monde on est vraiment là-dessus. Hein. Une petite citation sur des parents qui s'étaient sentis un petit peu isolés au moment de l'annonce. C'est-à-dire, bon, donc là, c'était père d'enfant trisomique 21 de 6 ans. Là, c'était encore c'était des enfants 6 ans. Début d'institution, donc pour certains aujourd'hui il y a plus de scolarisation. Je pense qu'à l'époque elle était en CLIS, cette petite fille là, donc avec des parents qui ont fait le même parcours que l'enfant pour quand il allait vers la CLIS, ils étaient en CLIS, et puis après quand on allait quand on est plus grand vers l'IM Pro, ils allaient vers les IM Pro. Enfin, tout est des parcours de vie aussi qui sont parallèles à l'enfant. Hein. On voit des parents qui ont construit leur parcours de vie parallèlement à l'enfant et parallèlement à ses besoins. C'est des besoins bien spécifiques. Alors, ce qu'il nous disait, c'est-à-dire, bon, on a perdu, mais pas la peine d'aller plus loin dans la famille, on a perdu des gens, des contacts avec certaines personnes. Autrement dit, si vous n'en parlez pas, ils ne viendront pas vous en parler parce qu'ils ne savent pas comment en parler, les gens ne savent pas comment vous en parler. C'est-à-dire que là, on a effectivement aussi, pourquoi l'isolement, c'est que quand vous voyez qu'un enfant différent, j'ai dû prendre différent, comme ça sera au sens large, c'est pas facile pour la famille même d'appréhender cet enfant différent pour les membres de la famille extérieure, c'est très compliqué, ne parlons pas du monde extérieur, mais en tout cas c'est très compliqué pour les parents de venir voir l'enfant sans avoir une sensation alors il faut pouvoir créer un lien de communication avec les parents, on se sent blessé, hein, parce que voilà, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, notamment au début. Et la personne elle-même se sent mal d'aller voir les parents. Enfin, on est vraiment dans quelque chose que... et là, les parents excusaient presque l'attitude des gens qui les rejetaient en disant ils ne savent pas, ils ne peuvent pas, comment comprendre ça? Donc, on avait ce côté
en disant oui, la trisomie 21, les parents, ils ne savent pas comment faire avec. Enfin, les parents savent faire avec, mais les gens qui viennent nous rendre visite, ils viennent nous voir, mais ils sont très gênés par la situation. Il y a beaucoup de choses qui se projettent par rapport à ça. Voilà. Donc, sinon, on est aussi par rapport aux parents. Je parlais d'une dégradation d'image de soi, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que parce qu'on ne répond plus aux rôles sociaux habituels, on a l'impression d'avoir échoué quelque part. Mais l'image est un peu forte en termes de dégradation. C'est plus aussi pareil, quoi qu'il en soit, il va falloir aussi se reconstruire, enfin, retrouver quelque chose par rapport à ça. Et par rapport à cette solitude, donc on est dans le monde, alors j'évoque le terme de réclusion, tout ça aussi c'est des concepts sociologiques, vous savez que notamment Goffman a travaillé sur la réclusion, sur l'asile, enfin des choses comme ça, et l'enfermement. Et là, par rapport à cette solitude, donc on voit que ce qui se joue dans ce contexte de solitude, une double réclusion, c'est-à-dire qu'on est à la fois reclus, enfermé, en soi avec le handicap qu'on doit porter, alors en tant que père ou en tant que mère. Donc, on a chacun en soi une image de handicap. Enfin, il faut aussi déjà que chaque partie de la famille, je parle aussi, il y a les enfants aussi, je parle père-mère, mais quand il y a la fratrie aussi, c'est important aussi. Elle est plus éloignée, mais enfin, elle aussi, c'est difficile de l'inclure à tout ça. Donc, à la fois, chacun est un peu seul en soi-même face aux questions qui se posent, de comment je vais faire, moi, en tant que père, comment je vais faire en tant que mère. Mais par rapport à ça, il y a cette solitude en soi. C'est difficile de recommuniquer avec l'autre parce que voilà, il faut qu'on arrive à se recaler. Et puis il y a la solitude du fait qu'on se retrouve, comme je disais tout à l'heure, enfermé dans un cercle bien fermé comme ça. Voilà. Donc cette double réclusion, soi-même enfermé, soi-même avec le handicap dans la famille. Alors par rapport à ça, par contre, voilà, là c'est le tableau un petit peu rapide sur des premiers temps sur cette construction de parents d'enfants déficients intellectuels. Par contre, la mission du travail qui va être, ils vont avoir comme pour mission, en tout cas, la spécificité de cette mission, c'est-à-dire qu'il va falloir instaurer une réalité familiale où chacun puisse vivre du mieux possible dans le contexte du handicap. Voilà, donc on reconstruit une réalité. Voilà, on se reconstruit un monde où chacun va vivre au mieux là-dedans. Il va falloir on n'a pas le choix. Donc, les parents vont pouvoir réorganiser leur vie, alors à la fois au plus près de l'enfant, parce que c'est sur l'enfant qu'ils sont, et c'est l'enfant qui vont protéger, et avec ce handicap qu'il va falloir apprivoiser. Alors, ils agissent souvent dans l'immédiateté. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le temps parental est un temps bien spécifique, c'est-à-dire que, et ça les parents le savent, les professionnels le savent aussi, c'est-à-dire qu'on sait que ce qui est acquis aujourd'hui, notamment dans les premiers temps de l'enfance, ça ne tient pas, comme on dit. Des fois, on voit des acquis qui peuvent, au-delà de s'écrouler, mais qui peuvent ne pas être maintenus. Un jour, ça va, le lendemain, ça va moins bien, et puis il y a du mieux, et puis il y a du moins bien, il y a du mieux, il y a du moins bien. Donc, il faut arriver à régler tout ça. Mais on voit que le temps dans lequel agissent les parents, c'est le temps de l'immédiateté, c'est le temps présent. Sans vouloir, je ne vais pas exagérer, grossir le trait, mais en tout cas, dans les premiers temps de l'enfance, on sait que quelque chose qui est acquis, je ne sais pas, dans la matinée, peut très bien s'effondrer l'après-midi ou le lendemain. Enfin, il faut tout recommencer. On recommence toujours tout. Voilà. On est toujours en train d'un perpétuel recommencement, mais on avance en même temps. C'est-à-dire qu'on prend de l'expérience, on comprend. Donc, si vous voulez, c'est pas comme une ligne droite qu'on aurait tracée en disant, voilà les différentes étapes que je vois pour mon gamin. Mais par contre, c'est une sorte d'avancer en cercle, comme ça, vous voyez, on revient, mais on avance quand même, on arrive à parvenir, on consolide petit à petit ce chemin avec l'enfant, mais on sait pertinemment en tant que parents, et les professionnels le constatent aussi, que rien n'est jamais acquis dans le sens, voilà, c'est fragile et il faut soutenir au mieux la personne. OK pour ça? Ça va Michel? Là, c'est... Ouais. Donc ensuite, ok. Je vais passer. Alors rapidement, on avait parlé du projet personnalisé. On est un petit peu sur. Alors là, on voit que la constitution au départ, voilà, des parents par rapport au projet personnalisé. Donc c'est effectivement de prendre en compte tout cet environnement de la première enfance. Et surtout retenir que en termes de
techniques et de choses apprises qu'on a beaucoup à apprendre des parents de ce côté-là. Rapidement, je vais vous faire un petit point rapide sur la notion de projet d'accueil et d'accompagnement, donc de la loi 2002, du 2 janvier 2002, où là on demande, et là en termes de projet, la participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement de la personne qui la concerne. Donc voilà, donc on est vraiment sur l'association, et ça vous le savez, aujourd'hui ça s'est bien rentré dans le fonctionnement, c'est-à-dire que les projets sont faits, alors ils sont co-construits, on va le dire comme ça, avec les parents, on reviendra dessus aussi. Une instance qui est intéressante aussi au sein de l'établissement, et vous la connaissez aussi, peut-être que vous la pratiquez, c'est le conseil à la vie sociale, donc là qui doit favoriser la participation et l'expression des personnes handicapées, accueillir un établissement au service social médico-social, ainsi que celle de leur famille ou tuteur, et les associer à l'élaboration et à la modification du règlement du fonctionnement du projet d'établissement. Je trouve que les instances, qui est très importante, ce CDS, notamment lorsqu'il est préparé, et en général, on a une personne en situation de handicap qui est président de cette structure, de cette instance. Et c'est une instance très intéressante parce qu'elle permet au moins même de faire un travail en amont. Je crois que c'est intéressant de pouvoir faire un travail en amont avec les personnes en situation de handicap dans ce cadre-là, aller chercher des informations, qu'elles puissent se présenter. Enfin, voilà, c'est vraiment une instance où là, il y a des choses à porter aussi avec les personnes en situation de handicap. Donc, si on revient sur un projet personnalisé, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une phase de co-construction. Alors, co-construction, je ne sais pas si on l'emploie encore aujourd'hui, ça vous me direz peut-être tout à l'heure, peut-être que j'aurai une réponse, mais en tout cas, sur la co-construction, ça laisse supposer une fois de plus qu'effectivement, on construit ensemble, mais ça laisse sous-entendre aussi qu'il y aurait, deux univers sociaux distincts. C'est comme si... voilà, le mot de co-construction, construire ensemble, mais bon, l'institution famille qui co-construit avec l'institution, je veux dire, spécialisée, qui englobe tous les services. Je ne vois pas que la structure fermée, on va parler de tous les services qui sont concernés par rapport au handicap. Et là, cette idée de co-construction, c'est bien, mais on voit encore deux sphères qui pourraient, à un moment donné, alors ces deux sphères-là, il faut qu'elles arrivent à s'entendre, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles puissent se placer en reconnaissance mutuelle, qu'il y ait des propositions qui soient faites dans ces instances-là, aborder les questions sensibles, c'est-à-dire, sans pour l'avoir vécu, quand on est autour d'un projet, que ce soit du côté des parents, du côté des éducateurs, au sens large, on a toujours du mal à pointer ce qui ne va pas. Et je crois qu'on fait attention, j'ai été leur faire attention aux mots qu'on peut employer, aux choses qui peuvent réveiller des fois des choses, mais quand ça ne va pas, il faut, je crois, pouvoir le dire aussi. Alors quand ça ne va pas, c'est quoi ? C'est ce qui ne va pas, c'est pas que l'enfant ne va pas, mais c'est que le projet, en fin de compte, il n'est peut-être pas clair pour chacun et qu'on va peut-être accepter des choses des parents ou des professionnels, mais sur lesquelles on n'a pas négocié complètement. C'est-à-dire, oui, mais vous proposez ça, mais là, peut-être, il faudrait quand même... je trouve que c'est peut-être pas terrible ce que vous proposez. Je crois qu'il il faut oser des fois se le dire, ça. Que le projet, ouais, c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas revoir? Est-ce qu'on peut pas prendre le temps de revoir ça? Voilà, et intégrer les habitudes de vie de projet, c'est-à-dire que les habitudes de vie à la maison et les habitudes de vie dans l'institution ou dans le service où est la personne, c'est-à-dire que tout ça se fasse en co-construction. Moi, je veux plus mixer tout ça, en parler, ne pas avoir peur de parler des difficultés et de pouvoir intégrer la perception des parents, notamment sur le vécu qu'ils ont au quotidien, ça c'est très important, et puis la perception des éducateurs et le vécu qu'ils ont aussi au quotidien avec l'enfant, parce que l'éducateur vit au quotidien aussi avec l'enfant, quand il est institutionnalisé, mais même quoi qu'il en soit, dans des structures plus ouvertes, genre type CESAD, donc il est quand même en contact avec l'enfant, l'enfant, c'est le repère de l'enfant, donc là je pense que là, c'est là qu'il faut pouvoir intégrer ses habitudes au mieux et pouvoir se dire les choses. Et puis, comme le font les parents, dans les institutions, peut-être, c'est encourager les essais. Ça, les parents le font beaucoup. On l'a vu au début, c'est tenter des choses. Tenter, on peut se tromper, on peut échouer, mais voilà, tenter des expériences. Et voilà, pour voir, non pas pour mettre la personne en situation de risque ou de danger, mais en tout cas pour voir si ça peut marcher, quoi, plutôt que de faire un projet à long terme, je ne sais pas, sur 6 mois, sur 1 an. Il est important, si l'expérience échoue, peut-être, si on a un projet à 6 mois, si on a fait un projet individualisé à 6 mois,
voilà, et qu'on le pose, projet d'accompagnement. À partir de là, s'il échoue au bout d'un mois, on sent que ça ne va pas et tout, on peut peut-être arrêter le projet. Enfin voilà, c'est essayer d'en parler plutôt aux parents. Je sais que c'est compliqué parce que chacun a son temps à lui, que ce soit le temps parental ou le temps institutionnel. Bon, on a du temps serré, hein, je dis aujourd'hui, c'est quand même, on a cette notion de temps quand même qui est assez ramassée. Mais je crois peut-être pouvoir en parler avant d'attendre une évaluation finale. Je pense que c'est fait ça. Alors, ce qui est intéressant chez les parents, c'est que dans leur fonctionnement, quand on parle du projet, alors du coup du projet parental, c'est-à-dire qu'on a les parents sont inscrits dans l'incertitude. Alors la notion d'incertitude, c'est intéressant, et je crois que c'est celle qu'il faut préserver. Je ne sais pas si ça peut être aussi fort que ça, mais en tout cas, le projet doit être basé sur l'incertitude. Alors ça peut paraître insécurisant, mais pour les parents, mais comme pour les professionnels, hein, cette histoire d'incertitude, c'est de dire, quoi qu'il en soit, tout le temps, déjà, on a bien vu qu'il y a des parents qui ne savaient pas, tout le temps qu'on ne sait pas ce qu'a l'enfant, on n'a pas mis de diagnostic, même si on met un diagnostic, les parents nous disent parfois, oui, on nous avait dit à la naissance qu'il ne marcherait pas avant qu'il ne marcherait pas du tout, et on s'aperçoit, les parents disent, si, à 3 ans, il a commencé quand même un petit peu à marcher, il a commencé à faire un petit peu de vélo à 9 ans, enfin des choses comme ça. Donc, c'est toujours ne pas valider strictement les choses. Il ne sait pas faire. Ok, d'accord, il ne sait pas faire. Mais qu'est-ce qu'il sait faire? Quelles sont ses compétences? C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et qu'à partir de là, cette notion d'incertitude permet aux parents, elles, d'avancer, de leur faire croire. Mais alors, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, la croyance ici, c'est pas quelque chose c'est pas des gens qui vont dire tout et n'importe quoi. Leur faire croire que tout est possible, dans le sens où effectivement, tout est possible dans les capacités de l'enfant. Donc, on est dans ce cadre-là. Quand on a bien repéré les capacités de l'enfant, oui, tout devient possible pour l'enfant, puisque ça peut être dans son intérêt. Et j'avais un propos comme ça d'un papa là, qui me disait, à moins qu'il évolue parce que, bon, il a bien évolué depuis quelques temps et dans le bon sens. Enfin, pour l'instant. Il ne peut pas être lâché tout seul et plus tard, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui a tout à fait conscience que l'enfant aura des difficultés à s'insérer dans la vie, puisqu'il dit on ne peut pas le lâcher tout de suite, mais peut-être que demain, il va pouvoir faire des choses tout seul. Et un rebours, j'ai recontacté les parents et je me suis aperçu qu'effectivement, ils avaient, même certains parents avaient réalisé leur rêve, entre guillemets. Leur rêve, alors après, ça peut devenir une structure extérieure avec un suivi adapté, des choses comme ça, un appartement, une vie avec quelqu'un, enfin, tout ça, ça se met en œuvre, on voit que c'est possible, quoi. J'avais parlé du temps vécu qui est différent, ça c'est important aussi au niveau du projet parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le temps vécu est resserré sur l'instant, on est sur une vie au jour le jour. Pour citer Bachelard qui l'a très bien dit, il disait que Bachelard qui est un épistémologue, hein, il disait que le passé est aussi vite que l'avenir, donc là on a un passé qui est aussi vite que l'avenir, alors c'est pas trop, l'avenir aussi mort que le passé, voilà. L'instant ne tient pas une durée en son sein, voilà. L'instant il est présent tout de suite là. Il ne pousse pas une force dans un sens ou dans un autre. Il n'a pas de face, il est tout entier seul. Donc on est vraiment dans cette phase d'instantanéité et qu'on travaille tous les jours. D'ailleurs, on est toujours à l'instant avec les enfants en situation de handicap. Et que cette idée de ne pas aller trop vite dans le projet avec l'enfant en tant que professionnel, ou alors ne pas avoir, les parents peuvent avoir aussi des projets ambitieux pour leur enfant. Et par rapport à ça, donc, voilà, c'est prendre le temps de voir les choses. Je vais faire là, ok. Voilà, une autre citation qui me paraissait aussi très, très, très intéressante. Je vois que l'heure tourne, hein, c'est pour ça que je vais aller un petit peu plus vite. Ça, c'était vraiment voilà. On interroge les parents et vous voyez un petit peu ce qu'ils peuvent vous donner en réponse. Et là, j'avais quelque chose vraiment du matériau, du discours qui est très intéressant. Il disait comme ça, pareil, c'était une maman d'une enfant trisomique âgée de 6 ans. Dans 6 ans, donc on voit que c'est le début. Aujourd'hui, je me donne jusqu'à 7 ans, un an de plus. Je ordonne par tranche. C'est important pour les acquisitions. Demain, on ne sait pas. C'est elle qui décidera ce qu'on en fera, nous aussi. Ce qui est important, c'est qu'elle prend la notion de l'enfant, que c'est elle qui va faire son chemin, et pas les parents et pas les professionnels. C'est elle qui décidera de ce qu'on en fera. Et nous aussi. Un enfant trisomique vous apprend à vivre au temps présent. Vous avez mis de côté tous vos projets d'avenir ou autre chose, vos projections dans le futur. Quand on fait le choix de s'en occuper, ça vous apprend à vivre dans le présent. Elle me répète, elle met une jolie phrase à la fin. Il n'y a pas de javelot avec un projet qui a été envoyé au loin, c'est elle, demain, mais dans l'instant. Donc, il n'y a pas besoin d'être épistémologue, j'en ris, pour dire comme des choses qui sont quand même assez fortes sur le projet.
je trouve qu'elle a bien résumé les choses dans ce qu'elle dit, quand elle dit qu'effectivement, ma fille, c'est elle demain, mais dans l'instant. Donc, demain, c'est tout de suite. Hein, c'est vraiment cette notion-là qui est importante à prendre en compte sur le fait de prendre le temps au niveau des projets. Si on veut avoir des projets qui sont en adéquation avec le souhait des parents, les possibilités d'accueil aussi, les possibilités offertes par la structure ou par le service. Et voilà. Michel, tu nous reste combien de temps à peu près là? Je ne sais pas, une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes? Ouais. Après, je vais conclure tout doucement voilà, sur quelque chose que j'ai dit. Ok, merci. Donc, si on prend sur la relation parent-professionnel, donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quelle place on laisse à la personne en situation de handicap. Je dis parfois, mais je le dis en souriant, hein, je dis parfois, alors les choses évoluent parce les professionnels évoluent, les parents évoluent dans le sens aussi, ce sont des parents qui sont à la fois plus jeunes, qui sont renseignés, qui sont aussi attentifs, c'est-à-dire que vous savez que l'institution, années 70, on était quand même sur l'institution encore qui était dehors de la rééducation, où la personne devait être, l'essentiel, c'est qu'elle soit bien traitée, entre guillemets. Hein. Aujourd'hui, on a des parents quand même qui revendiquent autre chose que le fait d'être bien traité, bien sûr, hein, mais qui demandent aussi à ce qu'il y ait une pédagogie adaptée qui soit développée à leur enfant. J'avais une définition là, sur la notion de professionnel à vous faire partager. Hughes, c'est un sociologue américain qui a écrit sur la sociologie des professions. J'aimais bien sa définition, donc je vous la donne. Les professionnels professent qu'ils connaissent mieux que les autres la nature de certaines questions et qu'ils savent mieux que leurs clients ce qui ne va pas chez eux. Donc on voit bien un petit peu là ce qui se joue là, c'est que lui, il pique un petit peu là, les professionnels, voilà, ce qui peut être les parents aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression de savoir qu'est-ce qui est mieux pour l'autre. Donc, on a toujours tendance à se mettre à la place de l'autre. Se dire, ça serait bien pour ces parents-là, en tant que professionnel, au vu de la situation, voilà, on va apporter des aides par rapport à ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce que les parents ont souhaité? Normalement, oui. Mais on a toujours tendance un petit peu à projeter soi-même ce qu'on souhaiterait pour un enfant, tout en sachant que ce qu'on projette pour un enfant, on a tendance aussi, pour l'avoir vécu en tant que professionnel, de pouvoir un peu aussi, non pas s'accaparer, mais être dans quelque chose où on serait pas de toute puissance, hein, je ne parle pas de toute puissance, mais en tout cas dans quelque chose qu'on saurait, qu'on croirait bon à tout prix pour l'enfant et qu'on essaierait peut-être de faire comprendre aux parents que ça serait bon pour l'enfant aussi. Ça peut être vrai dans certains cas, ça ne peut pas être, dans certains autres cas, ça ne peut pas être vrai. Quand on parle de santé, effectivement, ça paraît une réalité, c'est qu'on a des professionnels de santé qui connaissent aussi la santé. Et là, à partir de là, on a des réponses adaptées, objectives, je dirais, à la santé de l'enfant. Après, sur les notions de projet, c'est peut-être là qu'il faut quand même questionner ce que nous, comment on perçoit le projet, comment on perçoit l'enfant, et est-ce que les parents sont d'accord avec le projet qu'on met en place. Mais vraiment, le rechercher au quotidien, ça. Alors, je parle toujours d'une personne, du coup, qu'on va rendre un petit peu, je ne vais pas dire schizophrène, mais on a quand même une personne sur le handicap qui, elle, vit dans deux univers différents parce qu'elle va très bien jouer avec ça parce que voilà, elle est construite de manière à elle-même, elle a compris hein, le sens qui est donné à l'accompagnement, c'est-à-dire que elle peut être dans la famille considérée de telle manière, avec les professionnels considérés de notre manière, et parfois les compétences qu'elle développe de la famille ne sont pas les compétences qu'elle développe dans l'institution, voire les compétences qui sont développées dans l'institution ne sont pas celles qui sont développées dans la famille. Donc quand je dis personne schizophrène, c'est un petit peu avec humour, mais dans le sens où elle-même joue avec deux univers où elle y trouve son compte, hein, elle y est bien, je lui dis tout à l'heure, il n'y a pas tant de... les parents ne reprochent pas aux professionnels, ne reprochent apparemment rien aux professionnels, en tout cas en termes d'accompagnement. Donc à partir de là, donc on est quand même sur quelqu'un qui va s'habituer à vivre dans deux univers différents, mais qui est un petit peu dissocié, quoi. Mais la personne, elle va jouer avec ça. Donc, on peut vivre ça comme une contradiction par rapport à ces deux mondes différents. Ce qui est important, ça serait d'avoir, comme on disait toujours, une vision écologique des choses, c'est-à-dire écologique, c'est-à-dire que ça, vous le pratiquez maintenant aujourd'hui, je suppose, entre parents et professionnels, c'est-à-dire une version écologique, c'est-à-dire que ce qui est proposé par la structure est entendu et peut être mis en place chez les parents. Je ne sais pas si on parle, par exemple, d'accompagnement de personnes en situation d'autisme, mais pas que, hein,
tous les outils sont valables, et que les parents puissent proposer aussi des outils à la structure sur ce qui est mis en place régulièrement. Moi, je pense que ça doit pouvoir se faire aujourd'hui dans ce cadre-là, dans un partage de compétences et d'outils. Voilà. Ok, bon, après je vais passer là. Okay. Donc, quand je parlais de l'idée de se comprendre sur la notion de compréhension, donc l'idée d'empathie aussi. Alors là, je ne vais pas être sur une empathie de l'ordre de la psychologie, parce que voilà, c'est pas mon domaine. Par contre, les sociologues ont travaillé sur la notion de compréhension aussi, et que je trouve qu'elle est intéressante, cette notion d'empathie d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire que pour être empathique avec quelqu'un, notamment quand on le reçoit, la personne dans le premier accueil, où là on sait que le premier accueil est très important dans la visite de la structure, dans comment on accueille les parents, enfin tout se joue au premier accueil, il y a même la secrétaire qui décroche le téléphone sur un parent nouveau qui téléphone, c'est très très important, chacun a un rôle très important dans le premier accueil, et c'est vraiment quelque chose de très important pour éviter les projections justement des parents sur quelque chose qu'ils n'auraient pas choisi ou qui réveillerait des images, voilà, des images peu désirables, je vais dire comme ça. Donc l'empathie, en fin de compte, c'est qu'on est sur une notion de comprendre en tant que professionnel, c'est-à-dire comprendre les éléments de la personne, c'est-à-dire comprendre le contexte de vie de la personne, c'est-à-dire que moins être dans sa psychologie, ça c'est le psychologue va participer à ça, mais après le travailleur social, mais ça il le fait aussi, mais c'est que l'empathie, c'est-à-dire qu'on peut être empathique avec la personne et se dire oui, je réagis, je comprends la situation, je réagirai comme les parents, par exemple des fois quand il y a des excès entre parents et professionnels, parce que j'ai pris en compte tous les éléments de la situation. C'est-à-dire qu'être empathique, ça veut dire savoir qui est l'enfant, qui sont les parents, dans quel milieu, si vous voulez, l'enfant évoluer, prendre en contexte toute cette parole des parents pour éviter effectivement qu'il y ait des choses qui sont de l'ordre de l'incompréhension. Voilà, on a une empathie plutôt sur le registre de l'environnement. Quand je parlais d'écologie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose d'empathique du registre de l'environnement, où on doit bien saisir les actions de chacun, les motivations et les croyances aussi de chacun, parce que les croyances, là, il y a un côté important de la croyance, c'est-à-dire qu'un éducateur, je l'ai dit tout à l'heure, peut penser quelque chose qui est bon pour l'enfant, un parent peut penser quelque chose qui est bon pour l'enfant. Un exemple tout bête, ça peut être voilà, il y a un enfant qui arrive maintenant plus à l'école, on verra bien l'institution, mais à l'âge de 6 ans et qui ne sait pas, par exemple, faire du vélo, on va peut-être lui proposer, le souhait des parents, c'est qu'il puisse un jour faire du vélo, et peut-être des fois un peu rapidement. Donc, dans ce choix-là, on peut avoir effectivement un projet des professionnels qui vont aller, oui, on va faire du vélo, on va tenter, on va faire des expériences, on va réussir. C'est là qu'il faut être en cohérence avec aussi le fait que les parents peuvent chercher à dire que voilà, on vous le confie pour qu'ils puissent réaliser les choses qu'on ne réalise pas à la maison, tout en sachant qu'à la maison, si l'enfant n'a pas fait de vélo à l'âge où l'a amené là, les parents ont conscience aussi des difficultés de l'enfant. Je veux dire par là, c'est que ce projet doit aussi être partagé. Voilà, on est sur... je parlais surtout aussi des petits conflits qui existent dans les affaires, ce qui existait aussi, ce que j'ai vécu aussi en tant qu'éducateur, c'est, vous savez, les transferts entre l'internat et puis le domicile, où là, c'est parfois des petits points d'achoppement. Je rappelle toujours que c'était, quand il y avait sur les cahiers de liaison, souvent était écrit, on avait beaucoup de revendications, alors des fois, il y a des choses qui étaient bien, c'était agréable, mais on pouvait aussi tomber sur des parents plus revendicatifs qui vivaient encore une blessure, comme vous avez Ebersol tout à l'heure, qui n'était pas, voilà, qui était réveillée en permanence, et qu'à partir de là, on avait souvent des conflits autour, et c'était très très déplaisant, très difficile à gérer, autour des affaires qui n'étaient pas bien rangées, on met le propre avec le sale, bon, ça envoie des choses quand même qui sont le propre, sale, voilà, tout ça, et que tout ça prêtait à conflit, et souvent les stagiaires que j'ai en formation me disent mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on arrive à s'entendre avec les parents? Oui, c'est vrai que les parents, des fois, ils sont durs avec nous. Certains, il y a un éducateur qui va y aller, pas l'autre, parce qu'il y a un éducateur qui est bien perçu par un parent, mais pas l'autre. Ça, on peut jouer aussi comme ça. Mais à un moment donné, il faut pouvoir aussi
dire les choses et puis surtout sortir de ce fichu concept de contexte de conflictualité, dans le sens où c'est pas tant la chaussette qui est en enjeu là-dedans ou le linge sale, c'est effectivement la relation entre le professionnel et le parent qui est en jeu là. Et la chaussette, c'est l'enfant, si je me dire comme ça, mais sur qui on parle et sur qui, voilà, quelle est la cible de la conversation là dans ce cadre-là. Donc voilà, ce genre de choses, on voit bien que ça renvoie quand même à cette idée que l'enfant serait mieux chez moi. Ou voilà, il y a toujours quelque chose qui fait que il y a besoin d'être exprimé. Mais bon, je crois qu'il y a un coach leur dit toujours, à un moment donné, changeons de contexte, arrêtons de parler des affaires, parlons de l'enfant et de ce qu'il a fait le week-end, qu'est-ce qui fait de bien le week-end, et de l'autre côté, que les parents aillent aussi vers l'institution en disant c'est bien, ouais, qu'est-ce qui fait de bien aussi l'institution et tout, voilà. Pour éviter ces conflits. Les conflits, c'est pas général, mais ça peut arriver. Ça dépend aussi des personnes, parce qu'il y a de la communication. Il y a des éducateurs avec lesquels ça passe bien, avec d'autres ça passe moins bien. Il y a que des parents que ça passe bien, avec d'autres ça passe moins bien. Mais à un moment donné, voilà, il faut pouvoir aussi comprendre pourquoi il faut pouvoir résoudre ces conflits. On ne peut pas rester dans le conflit, je ne vais pas dire dans le conflit permanent, mais dans l'évitement, hein, dans ce cadre-là. Donc là, on a amené à comprendre quand même le point de vue de l'autre sur ce qu'il dit, sur sa parole, et comprendre. Alors, comprendre, ça ne veut pas dire l'accepter, parce que sinon, on ne peut pas tout accepter non plus. Hein. On est aussi professionnel à ses compétences, hein, le savoir acquis par la formation, et à ses compétences. Il connaît aussi très bien l'enfant dans son mode de vie, dans son milieu de vie quand il est à ses côtés. Mais par rapport à ça, donc il faut qu'on puisse partager sur le point de vue de l'autre, sans en faire soi. Il ne faut pas non plus qu'un parent ait prise de position sur un éducateur, par exemple, ou l'éducateur sur les parents. On doit comprendre le point de vue de l'autre et c'est pas automatiquement l'accepter, c'est-à-dire c'est pouvoir en discuter. Voilà. Après, l'accepter, c'est autre chose. On peut ne pas être d'accord, même quand quelque chose a été posé, mais on accepte. D'ailleurs, le travail d'équipe, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que la majorité l'emporte, mais en tout cas, on doit être à même d'accepter en tant que professionnel une décision qui nous semble, nous, pas bonne, entre guillemets. Hein. Voilà, donc il y a tout un contexte aussi qui fait qu'il faut qu'on adhère aussi au travail d'équipe dans ce cadre-là, et que les choses qui sont posées, qu'on le veuille ou non, s'imposent du coup à notre façon de travailler par rapport au projet qui a été posé. Voilà. OK pour ça. Michel, je vais conclure là peut-être. Et puis, tu n'as pas de micro. Ton micro n'est pas branché, Michel, je crois. Oui, tu peux conclure là, oui. Voilà, donc on va conclure dans le sens où voilà, bon, j'espère que au moins, enfin, l'idée c'était de vous amener en tant que parent et professionnel à comprendre un petit peu le fonctionnement de ce qui se joue, voilà, lorsque la déficience, je dirais plutôt, apparaît dans la vie de l'enfant et des parents, et voilà, et essayer de comprendre aussi que c'est pas simple. Je dis, c'est tout bête, mais c'est pas simple que d'être parent déficient intellectuel ou avec des difficultés. C'est pas simple d'être travailleurs sociaux parce que voilà, il faut aussi vivre avec ces difficultés et les construire comme ça. Et que, en fin de compte, je parle de la notion de partenariat que je ne vais pas développer là parce que je n'en ai pas le temps, mais bon, peut-être une notion de partenariat qui n'est pas un partenariat, bien entendu, officialisé, mais on a quand même deux institutions, pour moi, institution famille, même si elle n'est pas repérée les associations, mais là on parle de la famille de l'ordre domestique, hein, de la famille. Voilà. Donc il y a l'institution famille et l'institution institutionnelle, et que l'idée, ça serait peut-être aussi de poser un partenariat entre les uns et les autres et de pouvoir s'entendre dessus. Surtout, alors je conclurai comme ça. Hein, si on parle de partenariat, cela suppose que en cas de nécessité, bon, il faut parler. C'est surtout parler des peurs et des attraits. Une coopération, c'est vraiment livrer ses peurs et ses envies à coopérer, ça c'est important. Adopter le projet comme fil conducteur en s'inscrivant dans le temps et assurer sa dynamique par une constante confrontation des points de vue. C'est vrai que je crois que c'est important, et ça, je pense qu'on ne le fait pas assez parce qu'on a peur. Point de vue n'est pas conflit, quoi. Donc, on a peur d'émettre un point de vue parce qu'on a peur que ça soit considéré comme du conflit, comme une chose qui n'était pas bonne à dire. Moi, je pense qu'il faut faire attention, bien sûr, hein, mais que toute chose est bonne à dire, dans le sens où elle est fondée sur quelque chose qu'on a vécu. On n'invente pas des choses, hein, que ce soit les parents et les professionnels, c'est du vécu.
et qu'à partir de là, je crois qu'un projet devient cohérent du moment où on a pu se dire toutes ces choses-là, et qui peut être d'autant mieux révisé à un moment donné si on a posé les choses clairement au début. Voilà pour ma petite conclusion. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui. Donc, il y a effectivement une question. Merci, Jean-Yves. Il y a une question, donc, on va dire professionnelle, je dirais professionnelle et parents. Donc, est-ce que la question, le handicap n'est pas aussi une identité? Alors, le handicap n'est-il pas aussi une identité? Oui, parce que... Oui. C'est ça la question? Oui. Ouais. Alors, comme je disais tout à l'heure, le handicap, si le handicap est une identité, pourquoi pas, on pourrait le considérer comme ça sera un point de vue, mais ça voudrait dire, pour moi en tout cas, la personne ne serait repérée par rapport à une identité, ne serait repérée qu'à travers son handicap. Moi, je pense que elle a une identité à elle propre en tant que personne. C'est-à-dire que chaque personne en situation de handicap est différente, a une personnalité, je dirais, dans ce cadre-là, une identité, mais que faire la part en disant qu'une personne, l'identité pour moi de la personne en situation de handicap, ce n'est pas que son handicap. C'est une particularité qu'elle porte, mais effectivement, c'est une personne avant tout qui a une identité particulière et qui apporte le niveau de handicap. On parle de handicap léger à des personnes en situation de polyhandicapés, donc je connais bien aussi. Elles sont avant tout des personnes avec chacune leurs compétences et leurs besoins. Et aux professionnels, du coup, les parents l'ont repéré dans l'enfance et le repèrent au quotidien aussi. Aux professionnels aussi de le faire, mais ils le font. C'est-à-dire de repérer, d'être un peu le porte-parole de la personne dans ce qu'elle ressent. Mais effectivement, c'est une identité, mais qui n'est pas que formée par le handicap ou les déficiences. Comme pour les parents, je dirais, il faut aussi imaginer à un moment donné, c'est-à-dire, c'est voir les compétences de la personne. Dans ce côté-là, si on se fixe, non pas sur les difficultés, alors, les difficultés, ça va être essayer de les résoudre pour que la personne aille au mieux, mais il y a aussi plein de compétences derrière ça et des capacités, plutôt aller vers développer au maximum ses capacités, ses compétences. L'identité, oui, comme une personne comme vous et moi. Après, il y a quelque chose comme disaient les parents, il y a quelque chose qui l'empêche d'évoluer normalement, mais bien sûr, et vous le voyez au quotidien, il n'y en a pas un qui a le même caractère, il n'y en a pas un qui se comporte de la même manière, et tant mieux. Voilà, on a des gens colériques, on a des gens doux, on a des gens... Voilà, donc effectivement, c'est une personne à part entière, tout à fait, mais avec cette chose qu'il faut qu'on puisse nous réguler pour qu'elle puisse être en phase avec les exigences de la normalité globale. On sait bien que nous, notre rôle à nous, parents, que ce soit les parents et les professionnels, dans ce cadre-là, c'est, comme je disais, d'être médiateur, d'amener cette personne différente avec son identité propre dans le monde des autres, qui va s'ouvrir. On parle d'inclusion aujourd'hui, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus, qui est quand même aujourd'hui un peu, je veux dire, plus que préconisé, voire un peu imposé. Donc, dans le cadre, effectivement, on va être de plus en plus à même, nous, en tant qu'éducateurs, de travailler au quotidien avec les structures de services ordinaires, que ce soit l'école ou autre structure, ce qui interroge le rôle maintenant des éducateurs en institution, qui vont devoir aussi aller avec l'enfant, la personne, et justement la présenter comme une personne avec son identité pour lui trouver un travail ou pour l'inscrire dans une classe ou des choses comme ça. Peut-être que vous pouvez prendre la parole plutôt que... N'hésitez pas à enlever. Oui. Je ne vous vois pas d'abord. Oui. Alors, j'ai vu une petite réflexion là sur le forum. Je vais le prendre d'ailleurs, l'identité, d'accord. Non, il ne faut pas réduire le handicap. Handicapé à son handicap. Ouais, d'accord. Ouais. C'était ça? Oui. Oui, ouais. C'est ça. Non, on est d'accord hein, sur la. Et du coup, moi, j'avais travaillé sur la déficience intellectuelle, mais bon, qu'importe. Et que les parents disent très bien, c'est que avant tout, c'est la personne qui compte. Et que le handicap est une particularité, comme on en a tous une. Hein. Voilà. Après, il faut pouvoir, en fonction de la. Donc, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Allez-y. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je voulais juste en fait dire que vous avez mis beaucoup de mots justes en fait sur un certain vécu auquel on va pas rencontrer. Et je trouvais peut-être intéressant en fait de prendre conscience finalement du point de vue des professionnels aussi. Parce que c'est vrai que je n'y pense pas forcément et avoir
avoir l'idée que les professionnels aussi Le handicap? ont cette conscience évidemment du handicap, c'est intéressant aussi pour moi. Ok, j'ai entendu que par bride. Michel, tu as la question. Et la question, c'était de madame, c'était par rapport Elle au est en train handicap. d'écrire parce qu'il y a eu un petit souci de micro. Non, donc, mais ça, et moi, je suis toujours pas en mouvement. Non, tu n'es toujours pas en Bon, mouvement. pourtant, ouais, je suis bien lancé, je suis bien vérifié. Moi, je dirais, en attendant que la personne écrive son message, ce qui est effectivement, ce qui est difficile, je trouve, pour les professionnels, pour moi, le regard que j'ai en tant que parent, c'était justement qui dissocie, et puis moi-même en tant que maman, par moment, c'était de dissocier l'enfant du handicap. Oui. Que le handicap prend le dessus et que du coup, effectivement, quand on va voir les pros, on ne va pas forcément parler de l'enfant, on va parler du handicap. Et de faire la distinction entre les deux, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais c'est très compliqué, même en tant que… Non, bien sûr, je comprends bien parce que le handicap, alors tout dépend des situations, mais est très envahissant. Et c'est là qu'à un moment donné, quand on est épuisé, fatigué, ça peut arriver aussi, hein, même pour les professionnels. Hein, c'est pas facile. Hein, avec eux aussi, c'est vrai que parfois, on aurait tendance à confondre les deux. Après, quand je dis ça, c'est vraiment qu'on puisse travailler, mais des fois, on a tellement la tête dans le guidon aussi, hein, des deux côtés. Hein, c'est parce que voilà, les parents, et puis c'est une prise de tête, qu'à de le dire tout le temps. Hein, on est toujours beaucoup plus précautionneux comme avec un enfant, qui a un handicap, parce on devient un peu surprotecteur quand même, hein, même si le travail est fait. Peut-être que les éducateurs deviennent aussi un peu surprotecteurs, comme ils disent des fois on l'employait des fois dans la structure de nos jeunes. On avait nos jeunes, donc c'était le côté de l'appropriation, ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est compliqué, même sur une personne polyhandicapée, par exemple, ou quelqu'un qui est en crise permanente, de voir une personne derrière ça. Et c'est évident, c'est évident. Donc là, on a des périodes de crise et que dans l'idéal, c'est de se dire, oui, dans la situation idéale, on peut, et vous le faites, on peut voir la personne avant tout, mais on est tellement fatigué parfois que le handicap nous exacerbe aussi, peut nous, je ne vais pas dire nous énerver, mais peut nous rendre tendus et fatigables, c'est sûr. Donc la personne a marqué. Oui, pas de questions, juste pour vous dire que des mots justes que vous avez mis des mots justes sur des choses vécues en tant que maman, et il est intéressant de prendre conscience aussi du point de vue des professionnels. D'accord, ok. Très bien. Donc, je pense qu'il y a quand même une avancée sur… après, il y a aussi des choses qui peuvent être dites comme ça maintenant. Je pense qu'il y a des choses qui sont entendables aujourd'hui, qui ne l'étaient pas encore il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on peut parler entre parents et professionnels, ça devient… on s'ouvre les uns les autres, puis les parents sont aussi plus renseignés, plus jeunes, différents. Nos enfants, quand je dis nos enfants, eux-mêmes sont d'autres enfants. Enfin, on n'est plus sur des prototypes entre guillemets d'enfants handicap homogènes à l'époque. On a des enfants qui sont sur l'APS comme mon gamin, ou qui vont être sur des portables ou des choses comme ça, qui évoluent dans la vie. Donc voilà, effectivement. Après les professionnels, l'idée c'est qu'ils puissent, ils le font, qu'ils ne se sentent pas isolés. Je pense que ce n'est pas facile encore aujourd'hui de pouvoir relayer la parole des parents pour les professionnels. Je pense que ce n'est pas toujours facile. Après, il y a toujours un noyau de professionnels qui est prêt à y aller. Il est de plus en plus élargi, ce noyau. Mais il y a aussi des gens qui ont du mal à travailler avec les parents. Parce que la communication, quoi qu'il en soit, c'est pas inné, quoi. Et c'est une histoire de personne aussi, parfois. On peut avoir vécu, c'est des fois de personnes en disant, moi, cette dame-là, je ne peux pas la voir, quoi. Donc, c'est là-dessus où ça devient un petit peu embêtant, quoi, pour moi, dans la réaction. Après, s'il y a des éducs qui s'entendent mieux avec des parents, pas de souci, hein, on va pouvoir bien s'entendre. C'est pas la peine de mettre les gens en clash, quoi. Je trouve ce qui était difficile aussi dans mon parcours de vie, c'est que moi je revendiquais par moments le fait, justement pour en revenir sur ce sujet
d'enfants et puis d'enfants handicapés, c'est qu'à par moment, je revendiquais le fait qu'on me laisse voir mon fils comme un enfant et donc de sortir de tous ces carcans, donc ces matelas, ces machins, tout ce truc-là, et qu'à un moment donné, on m'autorise à le voir comme un enfant, comme un autre, notamment quand il était couché dans son lit, pas encore le mettre dans je sais pas trop quoi, dans quelle position, etc. Et ça, c'est toujours ce regard, les pros, ils vont mettre une certaine pression en disant que c'est vachement important, ce que je mets pas du tout en doute, mais de temps en temps, je crois qu'on a aussi besoin de voir notre enfant entre guillemets, sans le handicap. Et ça, on ne l'autorise pas très très souvent parce qu'il y a encore beaucoup, on a encore tendance un petit peu à culpabiliser puisque eux, ils sont dans leur raisonnement, qui est tout à fait juste, mais de temps en temps, il faudra aussi lâcher du lest, que ce soit pour tout ça, quoi. Après, pour les professionnels, mais je ne sais pas s'ils pensent la même chose, mais en tout cas, on est aussi régi par des contraintes, des réglementaires maintenant qui sont assez importants. Donc, à partir de là, à quel moment je peux m'autoriser à… Et ça serait presque les décisions à mettre dans le projet. Si madame, je sais pas, madame Dietrich souhaite que son enfant soit vu dans des conditions, quand il y a une visite, pourquoi pas se dire, à ce moment-là, l'enfant quitte la coque, qu'il le porte, ou des choses comme ça. Et qu'il soit… et pourtant, ça paraît une petite chose, mais c'est très important. Et reconnaître une petite chose comme ça pour les parents, alors pour ceux qui peuvent l'exprimer, c'est bien, mais il y a peut-être des parents qui ne peuvent pas l'exprimer et qui le vivent avec, alors non pas de la rancœur, mais en se disant, ils n'ont pas compris, ou alors ils n'ont pas compris mon fils, ou alors ils ne me comprennent pas, ou alors parce que ce n'est pas parlé non plus. Enfin, il y a des non-dits très forts autour du handicap parce que c'est difficile d'en parler. Et puis, il y a des parents qui sont très présents, des parents qui sont absents. Après, c'est pas parce que les parents sont absents, je dis toujours qu'ils ne sont pas présents. Faut pas… Les bons parents sont toujours présents et surprésents d'ailleurs, et on en a marre de les voir. Et puis, il y a les autres qui seraient mauvais parents parce qu'ils ne viennent pas voir leur enfant. Donc, ça, c'est des jugements de valeur qu'on peut avoir aussi parfois. Et c'est sûr qu'on est dans l'humain. Et c'est surtout ces jugements de valeur qu'il faut pouvoir mettre de côté, mais on fonctionne comme ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas. Vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez prendre la parole, les gens qui sont présents? Vous voulez, après. Ah, oui, il y a encore quelqu'un qui est en train d'écrire. Ouais. Non, tout est dit pour moi. Donc, c'est bien. Bon, okay. Après, comment on va faire après? Moi, je reste à disposition, comme on dit toujours. Je peux transmettre éventuellement l'entretien. Mais enfin, voilà, après, moi, je reste ouvert à… Oui. Puis peut-être envoyer une biographie, enfin, des petits choses qui a parlé de Serge Bersold, qui a quand même beaucoup écrit et que, bon, peut-être que les gens présents ne connaissent pas. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est quand même assez intéressant ce qu'il a écrit. Entre autres. Voilà. Il y a Bersold, et puis Alain Blanc, avec qui j'ai fait ma thèse, qui a beaucoup… Alors, super, ça répond à la question de l'identité. Tiens, du coup, il a écrit un ouvrage sur… le handicap, la différence des apparences, je crois que ça, je regarde par là parce que je l'ai. Bon, voilà. Le handicap ou le désordre des apparences. Donc, on est complètement sur… Et c'est lui qui m'a mené sur cette piste de l'idée qu'il y avait une personne, alors c'est pas entendu par tout le monde, ça, qui a une personnalité de la personne, on parlait de déficience, nous, voilà, c'est des termes qu'on pose, il explique pourquoi, mais qui a une personnalité déficiente et qu'il faut considérer ces personnes-là comme des personnes ayant effectivement leur personnalité, et que c'est une personnalité déficiente, alors ça choque un peu, mais qui vit avec cette déficience, mais c'est une personnalité à part entière. C'est parce qu'elle a une déficience, elle est une personnalité avec une déficience quand même. Et ça, il faut aussi qu'on puisse l'assumer, parce que si on dit à un moment donné c'est des personnes normales comme les autres, on oublie leurs problématiques. Et c'est là qu'on va les perdre. Et c'est là qu'on va être maltraitant quelque part. Si on oublie qu'elles ont une déficience, ça veut dire qu'on oublie qu'elles ont quand même des problèmes dans la vie. C'est quand même, nous en tant que professionnels, on est là pour pallier à ces déficiences et à ces manques. Et si on dit non, on voudrait qu'ils soient comme tout le monde, là on fait fausse route aussi. On ne peut pas normaliser. Ça serait faire violence à la personne. Une normalisation à tout prix, non. Enfin, moi je suis pas pour en tout cas. Ok, merci.
Merci beaucoup Jean-Yves pour ton intervention et puis à bientôt. Oui, merci à vous aussi, à toi, puis à la page encore 44, puis aux gens présents, parce que c'était bien d'être présent aussi, de savoir qu'il y a des gens qui sont là. Et puis je sais que c'est pas simple avec la période Covid, tout ça, avec les écrans, on en a un petit peu marre, ça je vous cache pas. Mais voilà, c'est fait un moment agréable. Donc je vous remercie aussi de l'autre côté. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci, bon après-midi. Merci de même. Au revoir. Au revoir.